Amis internautes, bonjour. Avez-vous vu la précédente vidéo sur le Morane 406? Dans cette vidéo, je vous racontais l'histoire de ce chasseur. Dans celle-ci, je vous raconterai celle du pilote qui en fut l'as des as, le meilleur pilote de chasse et qui s'appelait Édouard Le Nijön. Un nom très peu connu, même des passionnés de l'aviation que nous sommes. Dans cette précédente vidéo, je vous racontais toute l'histoire, tous les enjeux de la construction de ce chasseur. Le fanat de l'aviation m'a même demandé d'en faire un hors-série. Il est en kiosque actuellement. Je vais vous rappeler en quelques mots l'essentiel des problèmes concernant le Morane 406. C'est un chasseur dont le prototype avait réellement d'excellentes performances à son premier vol qui a eu lieu durant l'été 1935. Il l'a volé en même temps, à quelques semaines près, que le prototype du Messerschmitt 109. Le problème, c'est que la mise au point du Morane et surtout sa mise en production a duré une éternité. Toute l'année 1937 a été littéralement perdue à organiser la production alors que les premières versions de son opposant, donc elles sortaient déjà d'usine. Parmi les problèmes qui affligeaient le Morane, le premier était tout simplement la modernisation de l'outil industriel français qui n'était pas prêt pour la construction en grande série. Il y avait aussi des retards dans la livraison d'équipements. En premier lieu, le moteur. Mais il y avait aussi une situation sociale tendue, il y avait une incurie de l'administration, une incurie des services techniques aussi. Ces gens-là ne comprenaient pas qu'il fallait faire vraiment vite et tout ce qu'ils exigeaient mettait en retard la production. Bon, résultat, quand sortent les premiers Morane 406 de série, au printemps 1938, la production du Messerschmitt 109D, elle se termine. Les Allemands ont déjà construit 1000 exemplaires. Quand la construction du Morane 406, elle, bat son plein, eh bien, les Allemands sont déjà passés à une version supérieure, le Messerschmitt 109E. N'en jetez plus. À cette infériorité technique et numérique, il faut encore ajouter les insuffisances du commandement français qui engagea ses chasseurs en ordre dispersé et avec un fil à la patte en leur ordonnant des missions de couverture de zone, des missions d'escorte, qui limitaient leur potentiel de chasseurs. Bref, c'était un cauchemar pour les pilotes. Mais malgré cela, certains ont eu des résultats à bord de cet appareil très critiqué. 13 pilotes de chasse français ont obtenu 5 victoires aériennes ou plus et ont pu accéder au titre officieux d'as de l'aviation. Le premier d'entre eux, Édouard Le Nijön, lui en a obtenu 9, plus une autre, sur De Watine 520. Il est au centre de cette photo, regardez-le. Il semble s'imposer de sa présence sous l'hélice du Morane 406. Rappelons que le meilleur pilote de chasse français de la campagne de 39-40 était le lieutenant Edmond Marin-Lamellé. Edmond Marin-Lamellé, lui, a obtenu 16 victoires, mais sur un appareil autrement plus performant, le Curtiss H-75. Le destin d'Édouard Le Nijön est intéressant à plus d'un titre, parce que d'une part, il montre comment nos pilotes se sont battus de manière désespérée face à la Luftwaffe, sur un matériel qui était bien inférieur, et en obtenant parfois des résultats. D'autre part, il montre aussi que la question du matériel n'était qu'un des problèmes auxquels ils ont dû faire face. Qui était Édouard Le Nijön? Eh bien, il voit le jour le 4 septembre 1907 à Bourges. C'est donc un berrichon, mais comme son patronyme l'indique, il est breton, puisque son père, lui, est originaire de Lorient, où ses propres parents étaient limonadiers. Le père du jeune Édouard, c'est un militaire, c'est un officier administratif, l'équivalent du grade de lieutenant, qui est affecté dans l'infanterie coloniale. Et il se trouvait par hasard en poste à l'école de pyrotechnie de Bourges au moment de la naissance du jeune garçon. Ce métier d'officier dans les troupes coloniales va l'amener à voyager avec sa famille, qui compte d'ailleurs un autre garçon qui va naître après Édouard. Et la famille va partir, après la Première Guerre mondiale, à Madagascar, au nord de l'île, à Diego Suarez, de 1919 à 1922. Puis ensuite, elle va aller en Indochine, en Cochinchine, c'est-à-dire probablement près de Saïgon, de 1923 à 1932. La famille revient en France après ce dernier séjour où Monsieur Le Nijön père termine sa carrière avec l'équivalent du grade de lieutenant-colonel et il revient en fait à la pyrotechnie de Bourges où il est à l'état-major. Il prend sa retraite au mois de décembre 1933 et va s'installer avec sa famille à Toulon. Édouard, alors, il a 17 ans et c'est un grand gaillard blond aux yeux bleus qui mesure 1,79 m selon son dossier militaire. Il est titulaire du certificat d'études, il est membre d'un club sportif, il obtient son permis de conduire, il a même son permis moto. On peut supposer qu'il est passionné des sports mécaniques et par l'aviation. Et pour devenir pilote à cette époque, du moins pour tous les jeunes gens qui n'ont pas des parents très riches, la seule solution, c'est l'armée. Édouard est sans doute encouragé par son militaire de père sur ce point.
Et il décide alors de devancer l'appel du service militaire, qui à l'époque s'effectuait à l'âge de 20 ans, et s'engage volontairement dans l'armée de l'air le 24 août 1935 en signant à la sous-intendance de Toulon un contrat de 3 ans précisant qu'il souhaite devenir pilote. Les examens d'entrée confirment que le jeune homme, qui est titulaire du certificat d'études, il sait parfaitement lire, écrire et compter. On le trouve même enthousiaste de la vie militaire. Il décrit ses premières impressions dans la petite rédaction que vous voyez là. Ma première impression de jeune soldat à mon arrivée au corps a été très bonne. La chose qui frappe le plus est la cordialité et la franche camaraderie. La bonne organisation de chaque chose se remarque, mais surtout dans les camps d'aviation, le mouvement intense des appareils décollant ou atterrissant laisse une très bonne impression. Donc, il effectue son apprentissage de pilote à l'école d'Ambérieu, où il obtient le brevet de pilote militaire en décembre 1935, puis est affecté à la 4e escadrille du groupe de chasse 2-3. Un groupe de chasse, c'est 2 escadrilles de 12 avions. Il a le grade de caporal, puis bientôt caporal-chef, et il va successivement stationner sur les bases de Châteauroux en mai 1936, puis Dijon en janvier 1937, où là, il vole sur les chasseurs de Watting 501 ou 510. Il est très bien noté par son commandement d'unité, qui est le lieutenant Claus, et qui mentionne très bonne tenue, très bon esprit, mais cet officier indique aussi caractère jeune, ce qui traduit sans doute une certaine impétuosité. On se rend compte que le jeune pilote a quand même des problèmes avec la discipline, puisque à plusieurs reprises, il se prend des jours de consigne, ou même des jours d'arrêt de rigueur, pour quelques absences irrégulières. Et au mois de novembre 1936, on voit même 8 jours d'arrêt de rigueur pour motif 24 heures de retard à une permission. Son commandant de base qui prend la punition note qu'il s'agit déjà de sa 3e récidive. Alors le contrat de 3 ans qu'il a signé arrive à son terme fin août 1938. Là, il rempile, il signe un nouveau contrat d'1 an et va se retrouver affecté le 1er mai 1939 à un nouveau groupe de chasse, le groupe de chasse 3-3. On crée donc un 3e groupe à la 3e escadre de chasse. Et ce groupe se forme et s'entraîne à Dijon en amalgamant un noyau de pilotes d'actifs expérimentés, des nouvelles recrues. Édouard Lenigène, lui, il est promu sergent, et c'est là qu'il va faire la connaissance du chasseur qui sera, pour l'essentiel, son avion d'armes durant le conflit, le Morane 406. Vous le voyez ici sur la photo, devant le numéro 115, sur lequel il vole très probablement. On ne sait pas, on n'a jamais trouvé son carnet de vol, mais on sait que cet avion était partagé aussi avec d'autres pilotes. Alors on arrive maintenant à l'été 1939. Son nouveau contrat d'1 an va arriver à son terme le 23 août. Absurdité de l'administration militaire, il est tout simplement le 24 août renvoyé chez lui. Stupidité, la tension internationale est à son comble. Dès le 21 août, le gouvernement a déjà rappelé des réservistes qui sont remobilisés. Lui, il lui faut attendre la déclaration de guerre le 3 septembre 1939 pour être rappelé à son ancien poste à la 5e escadrille du groupe de chasse 3-3, qu'il rejoint le jour de ses 24 ans, le 4 septembre 1939. Le groupe est maintenant sur la base de Salon de Provence. Alors, cette stupidité administrative, elle lui a peut-être sauvé la vie, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe de chasse 3-3 a vécu un drame. Il avait reçu, peu avant la déclaration de guerre, l'ordre de quitter Dijon pour aller s'installer à Salon de Provence, car on craignait l'entrée en guerre de l'Italie. Donc tous les avions décollent et rejoignent en vol la nouvelle base de Salon de Provence. Dans la vallée du Rhône, il y a un temps très nuageux. Donc le chef d'un dispositif de Morane, perdu, il dit on va passer sous le plafond nuageux pour repérer où on est. Et là, il percute une colline boisée. Il y a 7 Moranes qui percutent la planète. 3 pilotes sont tués, 4 blessés, et bien d'autres Moranes redressent in extremis et reviennent à Salon de Provence avec des branches d'arbres dans les ailes. Parmi les Moranes détruits, il y avait le numéro 115, qui était celui d'Édouard Lenigène. Donc, le groupe de chasse 3-3, il commence la guerre très mal, décimé, démoralisé, il a perdu à peu près le quart de son effectif. Le commandement, le chef de groupe, est déjà regardé d'un tresse à l'œil par l'état-major de l'armée de l'air. Le moral aussi n'est pas vraiment aidé par le fait que dans une escadrille, l'insigne d'escadrille, c'est quand même important. Le groupe de chasse 3-3 avait donc 2 escadrilles. L'une, celle d'Édouard Lenigène, a pris un vieil insigne qui appartenait à une escadrille de la Première Guerre mondiale, un Condor. Et l'autre, un pirate. Eh bien, ces insignes ne seront jamais homologués par la hiérarchie ou homologués très tardivement, à tel point qu'ils ne pourront jamais être peints sur les appareils. En tout cas, Édouard Lenigène, qui est à la 5e escadrille, donc celle du Condor, vous le voyez sur cette photo,
Et l'homme que vous voyez là, c'est son chef d'escadrille, le lieutenant Roger Trouillard. J'en vois déjà certains d'entre vous sourire, avec un tel patronyme, effectivement, lui-même en plaisantait. Et il avait fait décorer son Morane 406 de la devise « Je ne trouille que de nom ». Ceci dit, lorsqu'il constitue son escadrille, qui est forte de 4 patrouilles de 3 avions, il fait d'Édouard Le Nigène son équipier parce qu'il a remarqué le potentiel la valeur du jeune pilote. Le groupe de chasse 3-3, en tout cas, ne va rester que seulement 3 semaines à Salon-de-Provence. Pourquoi? Parce que l'Italie reste neutre. Et aussitôt, donc, le groupe est renvoyé le 23 septembre 1939 sur le front de la ligne Maginot, sur le terrain d'Auchet, près de Toul. Édouard Le Nigène, là, va y connaître son baptême du feu assez vite. Le 6 novembre 1939, il est dans une patrouille de 6 appareils que mène le capitaine Édouard Cornillon-Molinier. C'est un personnage illustre de l'aviation française. Il est à ce moment-là adjoint du chef de groupe. Et dans ce dispositif de 6 Morane, il y a également le lieutenant Roger Trouillard. Les Morane vont se retrouver attaqués par 9 Messerschmitt 109D. La version du Messerschmitt qui est pas tellement plus performante que le Morane. Les pilotes français esquivent leurs attaques, mais sont néanmoins séparés par le combat. Donc, 3 d'entre eux se retrouvent. Cornillon, Trouillard et Le Nigène. Et ils en poursuivent un. Ils poursuivent un Messerschmitt isolé jusqu'à 20 km à l'intérieur des lignes ennemies. Là, ils sont pris à partie par la DCA. Ils s'enfuient en piquant et vont rentrer en rasement en territoire français. Et au passage, ils vont mitrailler un convoi ennemi. En se posant à son terrain, Édouard Le Nigène, peut-être très excité par ce qu'il vient de vivre, percute à l'atterrissage un des phares de piste et il laisse son bout d'aile. Mais bon, ce combat lui vaut une citation et la croix de guerre. La guerre, justement, elle se poursuit. Et dans des conditions vraiment très rustiques, puisque l'hiver tombe, la neige tombe sur le terrain, vous le voyez sur ces photos. Les pilotes du groupe de chasse 3-3 logent de manière très rustique, dans la paille, dans des granges qui sont autour du village d'Auchet. C'est un trou perdu. Et la température descend très bas. Édouard va découvrir à ses dépens que le Morane 406 a plusieurs défauts techniques. Et le principal, c'est que son train d'atterrissage s'ouvre lors de manœuvres brusques. Comme il en fait l'expérience le 21 novembre lors d'une patrouille, heureusement hors du contact de l'ennemi. Ce jour même, là, il y a un pilote qui se tue accidentellement et l'état-major du groupe, qui était déjà dans l'œil du haut commandement suite au drame du 28 novembre 1939, où 7 Morane ont percuté le sol, l'équipe dirigeante du groupe elle va en faire les frais. Le capitaine Travers, chef de groupe, et son adjoint le capitaine Cornillon-Molinier vont être virés, mutés dans d'autres formations au mois de janvier 1940, à titre de sanction pour mauvaise tenue générale du groupe. Le commandement alors revient au capitaine André Richard, deuxième chef de groupe du 3-3. Le 2 mars 1940, le Nigène va livrer son deuxième combat contre l'ennemi. 15 Morane du groupe sortent donc en force pour escorter 2 avions de reconnaissance français, des Potez 63. Le problème, c'est que les Morane sont stockés depuis plusieurs semaines dans le froid, sous la neige, et leurs performances, en fait, sont très érodées. Ils s'en rendent compte en affrontant là un groupe de Messerschmitt 109E, la version moderne et plus puissante, équipée du moteur Daimler-Benz. Et là, les Morane sont littéralement laissés sur place par les chasseurs allemands. Édouard Le Nigène esquive les coups en exploitant la maniabilité du Morane, mais il se retrouve dans le combat touché par un obus qui lui arrache l'extrémité de son plan gauche. Il se retrouve en plus, une nouvelle fois, avec son train d'atterrissage qui sort lors d'un virage brusque. Là, il parvient à se poser quand même d'urgence dans les lignes. Dans ce combat, un de ses camarades est tué. L'expérience ne fait que confirmer la grave infériorité du Morane 406 face au Messerschmitt 109E, qui est nettement supérieur en vitesse, qui a une vitesse ascensionnelle plus importante, une vitesse en piqué plus importante, ce qui lui permet d'engager le combat et de le rompre aussi à sa guise. L'excellente maniabilité du Morane ne lui donne qu'un avantage en combat tournoyant, mais seulement si l'ennemi vient à s'y risquer, ce qui est loin d'être le cas, parce que les pilotes de Messerschmitt 109 préfèrent piquer, fondre sur la proie, tirer une rafale et dégager immédiatement. Donc il y a un nouveau combat d'ailleurs, le 7 avril 1940, qui cause la mort du capitaine André Richard, le chef de groupe. C'en est une tragique illustration. Donc, le groupe de chasse 3-3 est envoyé au repos le 10 avril 1940 sur le terrain de Beauvais-Tillé, c'est dans l'Oise. C'est donc loin de la ligne Maginot et forcément loin du front. Un nouveau chef lui est donné, le capitaine Aloïs Lebideau, nouveau chef de groupe, le 3e depuis le début de la guerre. Et les pilotes peuvent souffler un peu et s'entraîner même sur les 3 de Watine 520 qu'on leur a livrés.
Ce sont des Dewatin 501 non armés, uniquement réservés à l'entraînement. L'état-major a promis un rééquipement prochain sur cet excellent chasseur. Donc il y a un peu de calme, mais ça ne dure pas, ça ne dure qu'un mois, puisque le 10 mai 1940, les troupes allemandes déclenchent leur offensive à l'ouest et envahissent les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. L'armée française exécute alors un plan qui était prévu à l'avance, le plan Deal. Les troupes françaises volent au secours de la Belgique et avec les troupes britanniques partent édifier un périmètre défensif dont le point le plus au nord, c'est la ville néerlandaise de Breda. De son terrain de Beauvais, le groupe de chasse 3-3 va combattre alors en étant dissocié, puisque dans l'après-midi du 10 mai, à 16h30, il y a 10 pilotes de la 5e escadrille, c'est-à-dire celle des Condors, dont Édouard Le Nigène fait partie. Ils partent avec leur Morane 406 s'installer plus au nord sur le terrain de Noran-Fontès, qui est à côté de Béthune, pour y renforcer un autre groupe de chasse, le 3-1, qui a pour mission de faire des couvertures aériennes au-dessus de la Belgique et des Pays-Bas. Pendant ce temps, l'autre escadrille, la 6e escadrille, celle des pirates, elle va quitter Beauvais pour aller renforcer le groupe de chasse 2-6 sur la ville de Maubeuge. Le 11 mai 1940, des unités navales françaises transportent des troupes au nord de l'embouchure de l'Escaut. Et là, 8 Morane 406, qui appartiennent au groupe de chasse 3-3 et 3-1, décollent de Noran-Fontès à 16h30 pour leur fournir une couverture aérienne. Ils traversent la Belgique en moins d'une demi-heure pour survoler l'embouchure de l'Escaut. Le ciel est couvert et les Morane 406 sont contraints de patrouiller sous le plafond nuageux à 2000 mètres d'altitude. Mais dans une trouée, Édouard Le Nigène aperçoit des bombardiers allemands Henkel 111. Et il en voit un d'ailleurs qui est un peu isolé par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque immédiatement, il bat des ailes pour prévenir ses équipiers et son chef, et part à l'attaque. Donc les autres, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est suivre. Le Nigène tire le Henkel, qui tente de s'échapper en piqué, et il va épuiser contre lui toutes ses munitions, il va le laisser avec un moteur en feu, les autres Morane vont continuer de le tirer, et ce Henkel va disparaître. Des troupes belges vont observer sa chute et la confirmer, ce qui permettra à Édouard Le Nigène de se faire homologuer en collaboration avec des équipiers sa première victoire aérienne. Vous voyez ici le bulletin d'homologation numéro 53 de la zone aérienne nord, qui l'officialise. Le lendemain, 12 mai 1940, le groupe de chasse 3-1 et son détachement du 3-3 quittent Noran-Fontès pour venir s'installer directement sur la zone des combats, dans la zone qu'ils sont censés couvrir, c'est sur la commune de Moerbeke, à la frontière belgeo-néerlandaise, c'est à l'ouest d'Anvers. Malheureusement, le Nigène, quand il arrive, et il casse une de ses roues sur le terrain sablonneux, et il va rester toute la journée à attendre qu'on le répare. Mais il y a une mission qui se fait le soir, son Morane est réparé, et il va décoller avec 6 autres Morane, qui sont menés par le capitaine Trouillard, avec pour but de couvrir des mouvements des troupes françaises vers la commune hollandaise de Dordrecht, c'est près de Rotterdam. Et ils ont pour mission plus particulièrement de sécuriser l'espace aérien au-dessus du pont de Moertjik, qui lui-même permet de traverser l'embouchure du Rhin. Et là, ils vont croiser un peloton de 3 Henkel 111 et ils vont les attaquer tour à tour et ils vont descendre d'eux, qu'on peut identifier d'ailleurs dans l'examen des archives allemandes. Les 2 victoires vont être homologuées en commun aux 7 pilotes par un bulletin d'homologation de la ZOAN que vous voyez là. Le lendemain 13 mai, Édouard Le Nigène va vivre son dernier jour de combat au-dessus de la Hollande. Il va affronter de nouveau l'aviation ennemie, il participe à une couverture de la ville de Rosendale le matin, il est intégré dans une patrouille de 6 Morane. Et là, le journal de marche du groupe de chasse 3-3 nous raconte les faits. Il est indiqué: il fait très mauvais temps, il faut sauter les cheminées du côté d'Anvers, tellement le plafond est bas. Au bout de 30 minutes, nous apercevons un groupe de 9 Henkel 111 tirés par la DCA, fort joli feu d'artifice. Les Henkel nous échappent, mais Rebillard réussit à en descendre un. 1 heure après, environ 18 Messerschmitt 109 se présentent devant nous au ras du plafond. Le capitaine Trouillard pique en rase-motte avec ses patrouilles pour ne pas se faire repérer et va prendre les Messerschmitt par l'arrière et en dessous. Tous les Morane à son signal d'attaque bondissent comme des ressorts, sortant littéralement de terre, réalisant ainsi la surprise totale. C'est la débandade générale chez les Fritz qui ne savent pas trop à qui ils ont affaire et se dérobent dans les nuages. Quelques-uns font face. Le Nigène en abat un qui explose au sol, vu par le sous-lieutenant Sauvage. Le capitaine Trouillard rassemble, le Nigène, Jeannot et Rebillard le suivent. Il fait alors face avec sa patrouille à des Messerschmitt descendant des nuages. Dislocation de la patrouille, on ne reverra plus le capitaine. Consternation à l'escadrille.
Le chef d'escadrille, qui était probablement très proche, pour lequel Édouard Le Nigène avait sans doute un grand respect, a disparu, a été tué au combat. Un coup dur d'Édouard Le Nigène qui perd son chef d'escadrille tué au combat, avec lequel il était sans doute très proche. En tout cas, il a revendiqué 2 victoires ce jour-là, une sûre, une probable. La victoire considérée comme sûre va être homologuée officiellement, le chasseur ayant été vu exploser au sol. La situation des Pays-Bas à ce moment-là devient vite désespérée, si bien que l'armée hollandaise va capituler dès le 14 mai, après un bombardement de terreur que lui inflige la Luftwaffe et qui détruit le centre-ville de Rotterdam. Seule la région de la Zélande, c'est-à-dire la zone côtière au sud-ouest du pays, va résister encore avec les troupes françaises jusqu'au 18 mai. La 5e escadrille du groupe de chasse 3-3, elle est bien étrillée par ses 3 jours de combat sur le secteur. Et dès le soir du 13 mai, elle revient à Nohant-Fontès en ayant perdu 4 de ses 10 Morane 406 qui sont partis en Hollande. Dès le lendemain 14 mai, la 5e escadrille du groupe de chasse 3-3 va quitter Nohant-Fontès pour revenir à Beauvais-Tillé. Et là, elle va être rejointe par l'autre escadrille, la 6e, qui combattait du côté de Maubeuge. Elle a été tout simplement chassée de sa base par l'avancée des Panzers. Pendant ce temps-là, où Le Nigène se battait en Hollande, la percée de Sedan a eu lieu et les Panzers commencent à foncer vers la mer. Le groupe de chasse 3-3, avant que ceci ne soit fait, se retrouve à Beauvais-Tillé et va panser ses plaies pour se reconstituer. Il va recevoir le 17 mai des Morane 406 que lui reverse le groupe de chasse 2-3 qui lui se rééquipe sur De Watine 520. De nouveaux pilotes, sortis des écoles de chasse, arrivent pour renforcer l'effectif. Et immédiatement, ils vont être engagés de nouveau dans la fournaise contre l'armée allemande qui progresse vers l'ouest. Le 19 mai 1940, le groupe de chasse 3-3 envoie à l'aube une patrouille de 10 Morane faire une mission de destruction entre les villes de Le Cateau et de Guise. Lors de la patrouille, Édouard Le Nigène, l'œil vif, repère un Henschel 126 d'observation. Il se détache du groupe et l'abat, seul, sur la commune de Le Quesnoy. Les archives allemandes ne permettent pas de l'identifier. Mais quelques instants plus tard, un autre de ses biplaces est croisé par toute la patrouille. Là, tous les Morane lui tombent dessus, le tirent à tour de rôle. Endommagé, le Henschel 126 s'évade et va être achevé non loin par 4 Hurricane de la Royal Air Force. Le commandant du groupe de chasse 3-3, lui, est très critique sur cette mission et surtout sur l'indiscipline de vol de ses pilotes, notant dans le journal de marche « Mauvais travail, tout le monde s'enchevêtre au retour ». Mais la journée n'est pas terminée. Le Nigène retourne à Beauvais à 7h15 et là, à 10h55, il repart dans un ensemble de 9 Morane pour une autre mission de couverture dans le secteur de Cambrai, Le Quesnoy et Le Cateau. Là, ils vont rencontrer un groupe de bombardiers d'Ornée 17. Ils vont tenter de les attaquer sans succès. Au moment où ils se dispersent, 4 d'entre eux parviennent à se regrouper pour reprendre le chemin du retour. C'est là qu'ils sont attaqués par un groupe de Messerschmitt 109E qui leur tombe dessus, font une passe de tir et dégagent en rase-motte. Mais le Nigène, qui est un pilote très habile, peut tirer l'un d'eux avec 2 de ses équipiers et en descendre un à côté de la commune d'Ath sur le territoire belge. Donc, durant cette journée, notre pilote a revendiqué 3 avions ennemis qui sont considérés comme certains par les documents du groupe de chasse 3-3. Seulement 2 d'entre eux vont lui être reconnus, non par un bulletin d'homologation officiel de la ZOAN, parce qu'avec la débâcle, cette procédure administrative n'a plus lieu, les documents ne remontent plus aux états-majors. Elle va être validée après la guerre par une citation publiée au journal officiel, qui, par définition, est tout ce qu'il y a de plus officiel, et qui va préciser « Pilote d'une valeur exceptionnelle, a abattu le 19 mai ses 4e et 5e avions ». Il s'agit en fait de ses 5e et 6e avions, puisque la victoire du 13 mai, qui a bien été homologuée par un bulletin de la zone aérienne nord, elle est oubliée dans ce décompte. On arrive maintenant au 20 mai. Il y a des combats intenses, et ça va être l'occasion de nouveaux affrontements, alors qu'au sol, les Panzers ont atteint l'estuaire de la Somme, et ont enfermé toute l'armée britannique et les meilleurs éléments de l'armée française dans ce qui est la poche de Dunkerque. Ce jour, au 3-3, on envoie 8 Morane associés à une autre patrouille du groupe de chasse 3-2 qui partage le terrain de Beauvais, l'ordre de réaliser une mission de couverture de troupes françaises sur le secteur de Péronne, Cambrai, Le Cateau. Il décolle à 10h20. Et le groupe de Morane rencontre une formation de 15 Henkel 111 qui viennent de l'Est et qui sont aussitôt attaqués. Les bombardiers allemands volent groupés et se défendent du tir croisé de leurs mitrailleuses. Aussi, les pilotes français tentent de s'en prendre aux isolés. Un des Morane, qui se détache sur la gauche du dispositif, est attaqué par Le Nigène et 3 autres Morane.
L'équipage allemand, touché, saute en parachute et le bombardier allemand s'écrase au sol sur une maison à Monchy-Lagache. Le Nigène reste observer sa proie et là, il se fait tirer par des troupes françaises au sol qui ont observé le combat et qui tirent sur tout ce qui bouge. Il rentre à Beauvais, mais la journée continue. En fin d'après-midi, il y a une trentaine de bimoteurs ennemis qui approchent du terrain de Beauvais. 12 Morane 406 du groupe de chasse 3-3 décollent pour les intercepter. Les Nigènes foncent dans la mêlée et se retrouvent seuls face à un essaim d'une dizaine de bimoteurs, qui ne sont pas des bombardiers en fait, mais des chasseurs lourds des Messerschmitt 109-10. Alors le Nigène réussit à en descendre en flammes, il en achève un second qui était déjà touché par ses camarades. L'appareil s'écrase après que son équipage l'ait évacué en parachute sur la commune de Luchy. Et après, le Nigène est pris à partie par les autres Messerschmitt 110 qui vont se relayer pour lui tirer dessus et vont transformer son Morane à l'état de passoire. Il se pose dans la nature, rentre à Beauvais à pied et apparemment il est déchaîné contre l'ennemi puisque le rédacteur du journal de marche indique qu'il dit « Ces cochons de bombardiers sont des lions. Ils ont eu le culot de m'attaquer, affolé au milieu de tous ces bolides, je me suis débattu comme un diable et j'ai réussi à en descendre deux. » Le rédacteur du journal de marche du 3-3 note avec amusement que le jeune pilote a confondu les Messerschmitt 110 de chasse avec des Dornier 17 de bombardement. Donc, les 3 victoires qu'il revendique le 20 mai sont toutes confirmées par une citation de l'armée aérienne publiée au journal officiel et qui indique 6e, 7e et 8e victoire. En fait, il y en a 9. On oublie toujours celle du 13 mai. Le 21 mai, l'armée allemande s'est fixée sur la Somme et n'attaque plus au sud pour se concentrer sur la réduction de la poche de Dunkerque. Ça offre au moins un répit au groupe de chasse français qui, au minimum, ne sont plus obligés d'évacuer leur base en catastrophe sous la pression des panzers. Mais c'est un répit qui est très relatif, puisqu'il continue d'être matraqué par les bombardiers allemands. Le groupe de chasse 3-3 reçoit l'ordre de l'état-major alors d'évacuer Beauvais pour se rendre sur le terrain de Cormeilles-en-Vexin. C'est à une quarantaine de kilomètres au sud et c'est un peu moins exposé. Il se rapproche de la région parisienne où se concentre à ce moment-là l'essentiel de la chasse française. Ce faisant, il y a plusieurs moranes du groupe qui sont endommagés par les derniers combats qui doivent être abandonnés à Beauvais. Mais grâce au labeur des mécaniciens qui rafistolent ce qu'ils peuvent, 19 moranes sur un effectif théorique de 26 pour un groupe de chasse peuvent être quand même ramenés sur le nouveau terrain, certains en très piteux état. Donc ce nouveau terrain de Cormeilles-en-Vexin, ce n'est qu'un champ de blé, même pas fauché, qui n'a aucun aménagement pour un groupe de chasse en campagne. En tout cas, à peine arrivé, le groupe est pilonné au sol par plusieurs dizaines de bombardiers allemands escortés de Messerschmitt 110. Il y a quelques victimes parmi le personnel au sol. Ça, c'est une illustration de la Blitzkrieg allemande. Le moindre mouvement qui est rapporté par un avion de reconnaissance allemand est immédiatement exploité par les Stuka ou les bombardiers classiques qui attaquent systématiquement toute cible militaire. La plupart des moranes du groupe de chasse 3-3 sont touchés par le bombardement et il n'y en a que 7 qui restent disponibles au soir du 21 mai. Les mécaniciens travaillent de nouveau d'arrache-pied pour rafistoler ce qu'ils peuvent. Au moins, pendant ce jour même, vient une bonne nouvelle de l'état-major. Le groupe de chasse 3-3 reçoit ordre d'aller à Toulouse, aller chercher les 2 Wattin 520 sur lesquels il est rééquipé. Donc le voyage va se faire par plusieurs groupes. Une escadrille après l'autre. Le Nigène, lui, il part le 30 mai à bord d'un des 2 Wattin 520 d'instruction, justement, et retourne à Cormeilles-en-Vexin avec un 2 Wattin flambant neuf le 2 juin 1940, où là, toute la 5e escadrille est opérationnelle. Le lendemain 3 juin, la Luftwaffe va attaquer en masse tous les aérodromes et les usines d'aviation de la région parisienne. C'est ce qu'on appelait l'opération Paula. L'armée française est prévenue de l'imminence de l'attaque et elle va tenter d'organiser un système de guet pour coordonner le décollage de tous les chasseurs quand cette attaque viendra, à partir de l'émetteur de la Tour Eiffel. Mais cette organisation va tourner au fiasco, puisque l'alerte, quand elle va être envoyée au groupe de chasse, va être donnée de manière complètement désordonnée et en retard, et elle n'est même pas donnée d'ailleurs à certains groupes. Bon. Je ne reviendrai pas en détail sur cette opération qui mériterait une vidéo à part entière. Le groupe de chasse 3-3 qui nous intéresse, lui, il est encore en transformation, il reçoit l'alerte et il envoie une patrouille, mais qui ne rencontre pas l'ennemi. Nous sommes maintenant le 5 juin. Et là, après avoir réduit la poche de Dunkerque, l'armée allemande va lancer ses panzers sur la Somme.
L'aviation française va engager tout ce qu'elle a pour tenter de bloquer leur progression, et les quelques groupes qui sont encore équipés de Morane 406 reçoivent même l'ordre de conduire des attaques au sol contre les colonnes motorisées allemandes. C'est heureusement pas le cas pour le groupe de chasse 3-3 qui est maintenant sur 2 Watine et dont ces appareils sont réservés aux interceptions. Édouard Le Nigène, lui, resté à son terrain, va décoller sur alerte pour attaquer une vague de bombardiers qui viennent encore bombarder son terrain. Là, il va commencer à engager les derniers quand il va se faire surprendre par un groupe de Messerschmitt 110 qui va lui tirer dessus et le toucher au niveau de la cabine de pilotage. Le plexiglas vole en éclats, certains éclats d'ailleurs le touchent directement au visage. Il parvient à échapper à l'emprise d'un chasseur lourd avec l'aide d'un de ses équipiers qui le dégage et il rentre d'urgence à son terrain où il va être hospitalisé pendant un court moment. Pendant que l'armée française défend encore la Somme, le groupe de chasse 3-3 reçoit le 6 juin l'ordre de se porter sur le terrain d'Illiers-l'Évêque, c'est dans l'Eure, au sud de la Seine. L'armée allemande perce le front à ce moment-là, le gouvernement français quitte la capitale le 10 juin 1940, et là, le groupe de chasse 3-3 va suivre la retraite générale en migrant vers le sud. Il est à Chapelle-Vallon dans l'Aube le 11 juin, à Vimory près de Montargis le 12, puis au Grand Malray, c'est au sud-ouest de Bourges, le 14 juin. Et c'est à partir de ce terrain qu'ont lieu les dernières missions de guerre du groupe. Le 16 juin, il y a 7 de Watine 520 qui sont menés par le capitaine Duval, qui inclut Édouard Le Nigène. Ils doivent réaliser une mission entre 13h et 15h entre Auxerre et Joigny dans un secteur où l'armée allemande progresse. Alors que la mission touche à sa fin, les chasseurs croisent la route d'un avion d'observation Henschel 126 qu'ils attaquent en commun et abattent. L'appareil s'écrase dans un champ de pommiers. Des tirs de DCA leur font comprendre qu'ils sont dans une zone qui est contrôlée par les troupes allemandes. Et aussitôt, ils filent. Le chef de patrouille de Le Nigène, qui est le lieutenant de Chézel, décide d'aller vers le nord, vers Auxerre. Et la ville d'Auxerre, d'ailleurs, est distante d'une vingtaine de kilomètres. Ils y sont rapidement. Ils tournent autour de l'aérodrome de la ville pour voir qu'il y a des avions allemands dessus. Donc, le lieutenant de Chézel appelle le reste de sa patrouille par radio. Le Nigène, lui, il a déjà piqué à l'attaque pour mitrailler au sol les avions ennemis. Et il ne tarde pas à être rejoint par 4 de Watine qui se joignent à lui. Ensemble, ils vont abattre un Henschel 126 qui tente de décoller et ils vont détruire ou endommager 9 autres appareils allemands au sol. Sur les 2 Henschel 126 que revendique Édouard Le Nigène en collaboration avec d'autres pilotes ce jour-là, un seul va lui être homologué par une citation qui sera publiée plus tardivement au journal officiel et qui indique « portant ainsi à 9 le nombre de ses victoires, dont 8 en 9 jours, faisant preuve une fois de plus de son mépris constant du danger et de ses qualités remarquables de cran et d'adresse. Il en a en fait 10. Encore une fois, la victoire du 13 mai est oubliée dans le processus. » Alors ce combat est le dernier. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, à peine rentrés de cette mission sur Auxerre, les pilotes reçoivent l'ordre de faire mouvement sur Perpignan-la-Salanque, qu'ils rejoignent le 17 juin, d'où ils partent se replier pour l'Afrique du Nord, sur ordre de l'état-major de la chasse française. L'armistice est en négociation, tout est perdu, autant mettre un maximum d'avions à l'abri en attendant des jours meilleurs. Là, le groupe va perdre son chef de groupe, le capitaine Loïs Lebideau, qui se tue au décollage de Perpignan en ayant pris place à bord d'un bimoteur Block 174 qui était censé guider les 2 Watine dans la traversée de la Méditerranée. L'escadrille de Le Nigène décolle le 20 juin, guidée par un bombardier français, et vous voyez ici la photo qui a été prise durant la traversée du 2 Watine d'Édouard Le Nigène. La traversée se passe sans encombre, ils arrivent sur la ville de Beaune, en Algérie, et là, le capitaine Louis Rousseau du Marseille, qui était un des chefs d'escadrille, va assurer l'intérim du rôle de chef de groupe. Le groupe de chasse 3-3 va être réuni à Relisane, près d'Oran, le 22 juin 1940, et 2 jours plus tard, l'armistice entre en application. Durant la campagne, Édouard Le Nigène a revendiqué un total de 12 victoires qui sont considérées comme certaines par les documents, le journal de marche du groupe de chasse 3-3. Sur ces 12 revendications, il y en a 10 qui lui ont été confirmées, homologuées donc par les autorités, soit selon la procédure officielle, par un bulletin d'homologation de la zone aérienne nord à laquelle il était rattaché, ça c'est pour les 4 premières d'entre elles, soit par une citation qui a été publiée au journal officiel
Et encore une fois, je vous précise, la dernière citation qui lui attribue 9 victoires oublie la victoire du 13 mai 1940 qui a été homologuée par le bulletin d'homologation numéro 57 de la ZOAN. Donc sur ces 10 victoires officielles, 9 ont été remportées à bord d'un Morane 406, ce qui fait de lui le meilleur pilote de chasse à bord de cet appareil. Meilleur pilote de chasse français, puisqu'il y a un pilote finlandais qui s'appelait Urho Lehtovaara, qui en a obtenu 14 parmi ces 41,5 victoires qu'il a obtenues durant toute la guerre, mais sur d'autres appareils. Alors, 9 victoires, compte tenu des performances dépassées du Morane 406, c'est vraiment un exploit de pilote. L'après-guerre d'Édouard Lenigen va être très court. Dès le 25 juin 1940, on compte en Afrique du Nord les premières défections de pilotes qui souhaitent rejoindre Gibraltar pour rejoindre la France libre du général de Gaulle et continuer le combat. Donc, pour limiter toute velléité, l'état-major à Vichy ordonne aux chefs de groupe de mettre tous les appareils hors d'état de vol en démontant les hélices, vidangeant le moteur, enfin, etc. Les événements de Mers-el-Kébir du 3 juillet 1940, où des navires français du port d'Oran sont attaqués par une escadre britannique, vont redonner un peu de vie au groupe de chasse qui remet ses appareils en vol, en envoie faire des patrouilles. Le 3-3 ne rencontrera aucun appareil de l'aéronavale britannique. Après ces événements, le 3-3 est envoyé à Fès, au Maroc. Et dans cette ville, le 15 juillet 1940, le général Darcourt, qui est le chef de l'aviation de chasse, vient remettre aux pilotes des 3 groupes de chasse qui y stationnent, le 1-5, le 2-3, le 3-3, les décorations qui leur ont été attribuées durant la campagne de France. Le sergent Édouard Lenigen reçoit à cette occasion la médaille militaire qui lui a été donnée à l'occasion de sa dernière victoire. Sa croix de guerre s'orne en outre donc de 5 palmes et d'une étoile de bronze. Vous le voyez ici, avec ses dernières décorations, eh bien, cette photo, c'est la dernière. Car 10 jours plus tard, le 25 juillet 1940, il décède à 10 h du matin à l'hôpital militaire Auvert de Fès, victime d'une péritonite. Il est enterré au cimetière de Fès le 27 juillet dans une cérémonie en présence du général Pénès, qui est le chef de l'aviation française en Afrique du Nord, et de l'abbé Girard, qui est aumônier de l'aviation. En France, son père qui est informé de la nouvelle et va attribuer le décès de son fils aux fatigues excessives subies durant la campagne de 1940. Il va écrire au ministre de l'air de Vichy, qui à l'époque est le général Pujol, pour lui demander que son fils soit décoré de la Légion d'honneur, ou à titre posthume bien sûr, ou promu rétroactivement au grade de sous-lieutenant, argumentant que le pilote français Pierre Le Glohan a eu le droit à une telle promotion dans une situation pratiquement semblable. Le ministre ne va pas donner suite pour la Légion d'honneur, puisqu'il a reçu la médaille militaire il y a quelques jours seulement, mais va lui donner satisfaction en accordant sa promotion au grade de sous-lieutenant à titre rétroactif. Voilà ce que nous révèle le dossier de ce pilote. Mais ce qu'il ne nous dit pas, ce sont les circonstances de son décès, qui sont assez scandaleuses si on en croit le témoignage du sergent Georges Boileau, qui est un pilote au groupe de chasse 2-7 à l'époque, et que vous avez déjà entendu dans la précédente vidéo sur le Morane 406. C'est quelqu'un qui est assez révolté par la hiérarchie militaire de l'époque, et qui le dit dans son témoignage, et écoutez ce qu'il dit sur Édouard Lenigen. Son épingle du jeu, pas trop mal, hein? Assez mal vu. J'ai connu un pilote assez jeune, mais enfin il était plus ancien, lui, il avait au moins déjà 2 ans de chasse, qui a été sans aucun doute le pilote le plus prestigieux de la campagne de 40, il s'appelait Lenigen, c'était un breton, très indiscipliné en vol parce que c'était un gars qui avait une science innée de la manœuvre et qui était un tireur d'élite. Il a abattu 7 ou 8 avions allemands en une semaine, beaucoup plus en réalité car il ne comptait que les Messerschmitt, les autres ne l'intéressaient pas. Et il a abattu, je crois que c'est 7 ou 8 Messerschmitt 109 en une semaine d'opération. Eh bien, son commandant de groupe, lui avait cherché des noises parce qu'il n'était pas très discipliné, qu'il disait d'une manière catégorique ce qu'il pensait. Et il avait des tas de choses à dire, vous voyez, on le dit maintenant, mais lui, il le disait déjà à cette époque-là. Eh bien, il a eu une fin lamentable parce qu'après la guerre, son commandant de groupe lui a dit textuellement, la guerre est finie maintenant, hein, eh bien, terminez vos incartades, vos indisciplines de langage, et il l'a mis aux arrêts. Hein, et il est mort aux arrêts d'une crise d'appendicite
qui a évolué vers une péritonite aiguë. Et quand il a demandé à être visité par un médecin, le médecin n'a pas vu la gravité de la situation et a conclu à une consultation non motivée, ce qui était le terme caractéristique de l'époque. Il a ramassé 8 jours d'arrêt de plus. Et quand le lendemain, ses camarades sont venus le voir, car on avait le droit quand même à avoir des visites quand on était aux arrêts, quand ses camarades sont venus le voir, et ils l'ont vu dans un tel état alarmant que d'autorité, ils l'ont sorti de la salle des arrêts, ils l'ont emmené chez un médecin local, qui l'a fait évacuer immédiatement. Il a été opéré à chaud sur le champ, il est mort pendant l'opération. Vous voyez, alors comment vouliez-vous que dans ces conditions-là, vous ayez un dialogue avec les chefs? Ce n'était pas possible, hein, absolument pas possible. En regardant le dossier militaire d'Édouard Lonigène, on apprend que le 20 juillet 1940, il se fait infliger 8 jours d'arrêt simple par son chef d'escadrille, le capitaine Baudouin, pour le motif suivant. Malgré les ordres, et quoique présent sur le terrain, s'est isolé dans sa chambre et n'a participé à aucun travail d'escadrille au cours des journées des 18 et 19 juillet. Ce document précise bien que le Genasse purgeait effectivement une peine disciplinaire quand il est décédé. Cependant, il était quand même aux arrêts simples, ce qui veut dire qu'il était censé assurer son service et ensuite rester dans sa chambre au terme de celui-ci. Et il n'était pas, contrairement à ce qu'affirme le Boileau, enfermé dans un local de police de la base, c'est le cas des arrêts de rigueur, ou même mis dans une prison militaire, ça c'est le cas des arrêts de forteresse. Cependant, le document qui atteste de la sanction disciplinaire est signé et certifié exact le 25 juillet 1940 par le capitaine Louis Rousseau du Marcet, le chef de groupe, et qui précise en outre qu'il n'a pas augmenté la punition. Il a signé ce document très probablement en ayant eu déjà connaissance du décès du pilote, qui est survenu ce jour même à 10 h à l'hôpital de Fès, où il a été admis le 22 juillet. Donc il est possible, dans un souci de cacher une situation qui est très délicate pour la hiérarchie, que le capitaine Rousseau du Marcet n'ait pas rendu compte sincèrement de la situation du pilote, qui aurait effectivement pu être en arrêt de rigueur et enfermé dans une salle de police en se tordant de douleur. Ça, c'est qu'une spéculation, que ce soit très clair, c'est une hypothèse, et rien ne permet de l'affirmer. Mais ce qui est en revanche plus probable, c'est que la situation disciplinaire d'Édouard Lonigène a probablement été pour quelque chose dans son décès prématuré. Qu'est-ce que c'est que la péritonite? Eh bien, c'est une infection très grave du système digestif et qui débouche généralement sur une septicémie et le décès du malade, s'il n'est pas provoqué une intervention chirurgicale très rapide. Donc peut-être que ça aurait causé un retard dans son hospitalisation, et ce qui a été probablement fatal pour le Genasse, sans qu'on en soit véritablement sûr. On meurt encore de septicémie de nos jours. L'effet peut être foudroyant. Ce qui est aussi très probable, c'est que notre Genasse breton, qui devait être une sacrée tête de mule, avait de sérieux problèmes avec sa hiérarchie. On a bien vu qu'à au moins 2 reprises, il a quitté sa formation sans attendre les ordres pour attaquer les avions ennemis, qu'il était souvent le premier à repérer. C'est ce que confirme Boileau dans son témoignage. C'était quelqu'un qui avait une grande agressivité au combat et peut-être même des difficultés à obéir aux ordres de ses chefs. Ça, c'est en fait un trait de caractère que l'on rencontre chez la plupart des grands as de la chasse et toutes nations ou toutes époques confondues. Alors je terminerai cette vidéo avec quelques recommandations de lecture pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a tout d'abord ce livre, écrit par Bernard Philippe et Bertrand Hugo, qui était intitulé « Le groupe de chasse 3-3 en 39-40, Condor et Pirates au combat ». C'est un récit qui est très détaillé et très vivant de ce groupe de chasse pendant la campagne de 39-40. On peut se rendre compte de toutes les difficultés qu'ont eu à vivre les pilotes, dont Édouard Lonigène a fait partie. Je tiens à saluer Bertrand Hugo, qui m'a aimablement communiqué certaines photos que vous avez pu voir dans cette vidéo. Le livre est édité par les éditions Le La Presse et vous pouvez très facilement le trouver sur leur site. Et enfin, je voulais conclure pour vous remercier de l'excellent accueil que vous avez réservé à la première vidéo sur le Morane 406, qui est à l'origine de la création de ce hors-série, on ne peut pas se le cacher. Ça nous encourage en tout cas à Aero Masterclass à continuer dans l'étude de l'armée de l'air en 39-40 et à vous présenter des monographies de ces appareils, ce que nous ferons dans d'autres vidéos. Pensez à nous liker et à nous laisser vos commentaires.